Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir, bon appétit, je ne sais pas où vous en êtes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des liens d'attachement. Je ne sais pas si vous avez écouté le dernier podcast d'Anaïs qui nous raconte comment elle a réussi petit à petit à dévoiler différentes parts d'elle-même pour se réaliser. Dans cet épisode, Anaïs nous a parlé également des liens d'attachement, sujet dont j'ai souvent entendu parler dans diverses formations, sans pour autant l'approfondir vraiment complètement en épisode de podcast ou en article. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour le faire. En plus, lors d'un rendez-vous dernièrement chez ma psy, on a parlé forcément de mes relations amoureuses, mon sujet préféré, et de mon enfance. Et du coup, le sujet des liens d'attachement est revenu. J'ai voulu creuser le sujet déjà pour être en mesure de vous le partager facilement, et aussi pour comprendre pourquoi avec certaines de mes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, je pouvais agir, je dirais d'une manière un peu extrême, comme une personne dépendante dans certains cas et dans d'autres, à l'inverse, de manière plutôt fuyante. Déjà, les liens d'attachement, c'est quoi ? C'est des liens qui se créent dès notre naissance avec là où les personnes qui s'occupent le plus de nous. Ces autres liens agissent un peu comme un socle pour nos autres relations que nous construirons tout au long de notre vie. Ces liens ne sont pas interchangeables en fait. Un être perdu sera jamais remplacé. Le lien avec un être perdu ne sera jamais remplacé. Vous pourrez construire d'autres liens, mais chaque lien est unique. J'aime bien justement un peu l'image d'un bébé, avec quelques liens au départ, puis de plus en plus en fonction de son développement. Comment se construisent les liens d'attachement ? En fait, ils se construisent principalement dans nos premières années de vie, mais pas que. Toute notre vie, de notre enfance jusqu'à la fin de notre vie, nous allons pouvoir construire et agir sur nos liens d'attachement, guérir nos blessures et transformer nos croyances. Du coup, j'ai envie de dire que c'est ça la bonne nouvelle. Parce qu'en effet, notre cerveau est doté d'une plasticité cérébrale qui nous permet de changer les choses si quelque chose a été mal construit. Je mets le mal construit entre guillemets, parce que pour tout un tas de raisons, parfois, il a pu ne pas se développer d'une manière saine. Donc les premières années de notre vie sont néanmoins déterminantes parce que c'est vraiment le moment où notre cerveau est justement le plus malléable. Nos premières expériences d'interaction peuvent avoir un impact sur notre vie d'adulte puisque c'est le moment où on va modeler notre rapport au monde, à nous-mêmes, notre valeur, nos croyances, notre façon d'agir et d'interagir. Il existe 4 types d'attachement que je vais vous détailler justement plus précisément ci-dessous. Donc, il existe l'attachement sécure. Ensuite, on a l'attachement insécure. Et dans l'attachement insécure, en fait, on a 3 types d'attachement. L'attachement insécure anxieux, l'attachement insécure évitant et l'attachement insécure désorganisé. Du coup, je vais vous expliquer un peu qui et quoi. L'attachement sécure, c'est celui qui se forme dès la naissance, du coup, comme je vous ai dit pour tous les attachements, lorsque la personne, en fait, chargée de l'enfant répond vraiment à ses besoins avec disponibilité, tendresse, affection, présence. Donc l'enfant, quand il va se développer dans ces conditions favorables, il va vraiment pouvoir se sentir en sécurité aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Et ça donne un adulte qui se sent en confiance avec lui-même, un adulte qui s'estime, qui se comprend, qui connaît sa valeur, ses qualités, ses défauts et qui se respecte. C'est aussi un adulte qui se sent en confiance envers les autres. Donc un adulte qui est capable de parler de lui, de ses besoins, de ses émotions, sans crainte d'être jugé, rejeté ou abandonné. Et c'est aussi un adulte confiant envers la vie, qui se sent généralement à sa place et qui a confiance en l'avenir. Donc en fait, quand on a un attachement sécure et que l'on ne va pas bien, on ose ressentir de la tristesse, de la colère ou de la peur.
ça entache en rien l'estime qu'on a de nous-mêmes, puisque nous savons que nous avons les ressources pour y faire face et nous savons aussi demander de l'aide en cas de besoin. L'attachement sécure va activer les réseaux cérébraux de l'ocytocine. L'ocytocine, pour rappel, c'est vraiment l'hormone de l'amour, de la confiance et de l'attachement. C'est une hormone qui se libère principalement avec le toucher, les câlins, la présence des personnes qu'on aime, des personnes avec qui on sent un lien fort nous relier. L'ocytocine, c'est aussi une hormone qui diminue le stress, qui nous donne confiance et qui nous permet d'aimer. C'est un peu notre hormone chouchou parce qu'on l'adore et parce qu'elle fait beaucoup de bien. Quand on sécrète de l'ocytocine, on n'a pas de cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress. En fait, les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Donc, ce qui est trop cool, c'est que quand on est avec des personnes avec qui on se sent en sécurité, avec qui on se sent bien, des personnes qu'on aime, avec qui on partage des liens très forts, on sécrète l'ocytocine et pas la cortisol. Et quand on tisse un lien justement suffisamment sécure avec une personne, le simple fait de penser à elle va déclencher immédiatement de l'ocytocine en cas de détresse. J'aime pas trop donner des chiffres clés parce que déjà les chiffres clés sont en constante évolution, mais si vous voulez vraiment avoir une moyenne, il y a environ 50% des adultes qui sont dans l'attachement sécure et un peu plus pour les enfants. Par rapport à l'attachement insécure, en fait, ça va être des enfants dont les personnes en charge d'eux-mêmes n'ont pas pu répondre présent pour diverses raisons. Donc l'enfant, en fait, a conclu qu'il était seul face à ses émotions désagréables et pour gérer ça, il a pu mettre en place un peu un système de défense en réaction à son environnement dans le simple but, en fait, de se protéger. Donc les 3 styles d'attachement insécure se développe inconsciemment pour faire face à un contexte qui va être perçu comme insécurisant ou difficile par l'enfant. Le premier dont je vais vous parler, c'est l'attachement insécure anxieux. C'est un attachement qui se développe quand on répond parfois aux besoins de l'enfant et parfois non. Donc dans ce cas, en fait, l'enfant, il ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Il se sent parfois en sécurité, parfois non. Donc c'est un peu un environnement instable pour lui. Et du coup, adulte, en fait, il peut se sentir débordé par ses émotions. Il ne sait jamais s'il peut compter ou non sur les autres, qui, en fait, pour lui, sont imprévisibles et parfois, du coup, décevants. Donc, c'est un adulte qui a tendance à se demander si on l'aime, s'il vaut quelque chose, s'il va être rejeté ou pas. Et justement, ses peurs les plus profondes sont d'être seul, abandonné, rejeté, jugé. Et pour éviter cela, en fait, il va peut-être chercher parfois à attirer l'attention ou à se suradapter. Dans une relation amoureuse, les personnes qui ont un attachement insécure ont beaucoup besoin d'être rassurées sur l'amour et l'engagement de leur partenaire. Donc ils vont peut-être souvent être en train de leur demander « Est-ce que tu m'aimes ?» Avoir besoin de passer beaucoup de temps avec eux, du temps de ce qu'ils vont appeler du temps de qualité, des vrais moments, des moments où on peut discuter. Et c'est aussi des personnes qui ont généralement une estime d'eux-mêmes plutôt basse. Donc ils vont souvent douter d'eux-mêmes, que ce soit sur leur manière d'être, de faire, de penser. Et ils vont avoir tendance aussi à solliciter l'avis ou les conseils des autres pour se rassurer en fait. Leurs relations amoureuses à ces personnes-là sont chargées d'enjeux parce qu'en fait c'est généralement dans ce domaine que leurs émotions sont les plus fortes. Donc quand ils doivent s'éloigner de l'autre, même si la relation elle est stable, elle est sécure, pour eux c'est inconfortable de s'éloigner. Ils peuvent même d'ailleurs redouter une rencontre, une rupture de leur partenaire. Ils aiment passer du temps avec lui, ils aiment penser à lui ou à elle, ils aiment investir du temps dans leur relation. Et quand l'autre est occupé à autre chose, rapidement, ils peuvent douter de ses sentiments. Pour le petit chiffre clé que je n'aime pas donner, il y a environ 20%, c'est vraiment environ 20% des personnes adultes qui ont cet attachement insécure anxieux. Maintenant, je vais vous parler de l'attachement insécure évitant. Donc, comme son nom l'indique, la personne qui a un attachement insécure évitant va chercher à éviter quelque chose. C'est une personne qui a tendance à fuir les relations, mais vraiment dans le but en fait d'éviter les émotions. Les émotions, je parle des siennes et celles des autres. Parce que dans son enfance, même si ses parents ont totalement répondu à ses besoins physiques, ses besoins affectifs, on peut parler de tendresse, de câlins, de bisous, de juste prendre dans les bras. Eux n'ont pas été nourris ou pas suffisamment. Donc en fait, c'est un enfant qui s'est refermé sur lui et qui a conclu que ses émotions n'étaient pas forcément les bienvenues puisque elles ont souvent été invalidées, voire même rejetées par des phrases du type «
Non mais t'as pas mal, non mais arrête de pleurer, non mais c'est pas vrai, c'est pas si douloureux, c'est pas si fort, c'est pas si grave. Donc c'est une personne qui a intégré que parler de ses émotions pouvait la mettre en danger. Et du coup, l'adulte évitant va vraiment tout mettre en œuvre pour ne jamais ressentir de colère, de tristesse ou de détresse, tout simplement pour se protéger. Donc c'est un adulte qui va peut-être préférer se débrouiller seul, fuir l'engagement, quel qu'il soit, peut-être la cohabitation, peut-être la présentation à des parents, peut-être s'engager sur des projets, le mariage, le bébé, mais même d'autres projets, parfois partir en vacances, il peut fuir ça. En couple, en fait, on peut le trouver détaché, distant, solitaire, mystérieux. C'est un adulte qui répondra pas forcément aux « je t'aime », aux appels, qui dira peut-être peu de mots tendres, qui sera pas force de proposition sur les projets et qui pourra peut-être se renfermer sur ses activités ou passer du temps au travail quand il en a besoin. Ça ne veut pas dire qu'il sera tout le temps comme ça. En fait, ces personnes ne ressentent plus psychiquement leurs émotions. Pour autant, le corps parle toujours. Donc les émotions trouveront toujours un moyen de s'exprimer par le corps, que ce soit peut-être avec des mal de dos, de ventre, des difficultés de sommeil, d'alimentation, des crises d'angoisse, des addictions, et plus fortement par des maladies, si les messages précédents n'ont pas été pris en compte. En termes de chiffres clés, parce que du coup, comme je vous l'ai donné pour les autres, il faut que je vous les donne pour lui, environ 25% des adultes ont cet attachement insécure évitant. C'est un chiffre qui est un peu en augmentation ces derniers temps, de par justement un peu notre nouveau mode de vie. Un peu très centré sur nous-mêmes. Et le dernier type d'attachement dont je vais vous parler, c'est l'attachement insécure désorganisé. C'est le type d'attachement le plus rare. Il y a environ 5% des personnes qui l'ont. Les désorganisés, entre guillemets, en fait, ont tendance à alterner entre un attachement évitant et un attachement anxieux, d'où l'appellation désorganisé. Et en fait, d'un instant à l'autre, suite à un déclencheur, que ce soit une remarque, un retard, un imprévu, un geste mal interprété, ils pourront passer d'une attitude où ils sont très attachés, dans la recherche de proximité, avec un grand besoin de l'autre, à une attitude extrêmement distante, limite dans le rejet complet de l'autre. C'est une réaction qui va se faire très rapidement, puisque chaque déclencheur, en fait, va réactiver la blessure instantanément. Et ces switches comportementaux, vus de l'extérieur, peuvent être hyper déstabilisants. En fait, on peut être avec une personne, d'un coup d'un seul, elle va nous dire « Ah, merci d'être là, j'ai trop besoin que tu sois là, que tu puisses m'aider pour ci, pour ça, machin. » Ah, au même moment, 5 minutes après, « Non, mais en fait, vas-y, pars, je vais gérer toute seule. Et en fait, j'ai pas besoin de toi parce que tu me stresses. » Donc, vu de l'extérieur, on est d'accord, c'est pas hyper agréable. Et vu de l'intérieur, en fait, c'est vraiment le reflet de leurs peurs profondes qui se sont érigées pendant leur enfance. Donc, c'est des personnes qui, généralement, ont dû faire face à des événements très durs, comme des deuils, des abandons, des traumatismes. C'est des personnes qui ont manqué d'affection, qui ont manqué de soins, de présence, d'encouragement, et qui, pour certains, parfois beaucoup, ont vécu de la maltraitance, qu'elle soit verbale, émotionnelle, physique ou sexuelle, malheureusement. C'est très difficile, voire impossible pour eux, de créer des fondations stables dans un environnement toxique. Et dans leur vie amoureuse, les personnes qui ont un attachement insécure, désorganisé, vont construire des relations, mais toujours avec cette petite voix dans leur tête qui pourra leur dire qu'à tout moment, l'autre peut les quitter, les rejeter, les abandonner, les maltraiter. Donc parfois, en fait, ils vont être très proches, voire trop proches, et parfois, ils vont s'éloigner dans le simple but de se protéger, en fait, de cette peur viscérale d'être maltraités. Quand je dis maltraités, c'est toujours verbal, émotionnel, physique, sexuel. Et du coup, ils vont adopter en fait ce système de fonctionnement aussi bien dans leur vie amoureuse qu'amicale que professionnelle et pourront en fait exercer un peu des switches de comportement dans toute situation. Maintenant, vous allez me dire peut-être, mais comment savoir quel type d'attachement on a ? Là, j'ai envie de vous dire que oui, c'est pas toujours évident de se définir. Personnellement, je me retrouve plus dans l'attachement insécure anxieux. Une fois de plus, je suis pas du tout pour blâmer les parents. Pour ma part, mes parents ont toujours voulu bien faire et ont d'ailleurs toujours répondu à mes besoins physiques, ça ne fait aucun doute. Et je pense qu'il y a des choses qui étaient vraiment de l'ordre de ma perception à moi, puisque ma sœur est complètement différente. Donc déjà, moi je suis vraiment pas pour accuser les parents, c'est pas du tout ça. Et très souvent, en fait, les parents vont transmettre et créer des liens d'attachement en lien avec ceux qu'ils ont connus quand ils étaient eux aussi enfants. Donc voilà,
Tout simplement, déjà, je voulais faire cette petite parenthèse sur les parents. Pour moi, j'estime que chacun a fait du mieux qu'il a pu, avec aussi le bagage qu'il a, les blessures qu'il a, les traumatismes qu'il a, les envies, les dispositions, etc., etc., et l'environnement dans lequel il a évolué, dans lequel il évolue actuellement. Pour connaître son type d'attachement, je dirais déjà que le couple, c'est vraiment un terrain, non pas de jeu, parce que certaines situations ne sont pas franchement amusantes, mais plutôt un terrain d'expérimentation pour apprendre à se connaître et grandir. Et c'est vraiment un révélateur très fort du type d'attachement qu'on peut avoir. Les relations amicales aussi peuvent vous aider, ou alors tout simplement pour les personnes qui sont parents, aussi de voir comment vous interagissez avec vos enfants. Face à un événement difficile, comme un décès, une rupture, un traumatisme, un accident, on peut en fait switcher d'un style d'attachement à son opposé pendant un certain laps de temps. Quand je dis un certain laps de temps, ça ne veut pas dire que vous allez passer dans le type d'attachement insécure, désorganisé. C'est pas du switch de 2 minutes, ça peut être un temps un peu plus long. Gwenaëlle Percio, auteur des livres Guérir des blessures d'attachement et Couper des autres, couper de soi aux éditions Erol, appelle ça en fait des îlots de désorganisation. C'est en réalité prendre la polarité inverse de son type d'attachement habituel. Et c'est pas pour autant signe d'un attachement insécure désorganisé, comme je le disais, parce qu'en fait, ce déséquilibre va être très ponctuel et ne dure pas, alors qu'une personne qui souffre d'un attachement insécure désorganisé, elle va changer de polarité parfois d'une heure sur l'autre, d'une minute à l'autre, et ce, dans toute situation. Pour vous donner un exemple plus concret, dans mes 2 dernières relations amoureuses, j'avais un comportement qui correspondait vraiment à l'attachement insécure anxieux. J'aimais partager des vrais moments avec mes partenaires. J'ai même eu peur pour un quand il a changé de travail qu'il rencontre quelqu'un. Quand je ne dormais pas avec eux pour X ou Y raison, je n'aimais pas ça. J'avais peur qu'ils me trompent, qu'ils me mentent sur ce qu'ils faisaient et je comptais les dodos avant de les retrouver. En fait, c'est simple, j'étais jamais sereine parce que je vivais dans la peur qu'ils me quittent. Je me suis d'ailleurs beaucoup suradaptée pour ne pas les perdre. Et cela passait par exemple, ne pas exprimer des désaccords ou ma colère, faire des choses que j'avais pas toujours envie. En fait, j'aurais eu besoin qu'ils me rassurent beaucoup plus. Mais comme j'avais choisi, parce que la vie fait bien les choses, j'avais choisi des partenaires au comportement plutôt évitant, ils ne pouvaient pas me rassurer et du coup, ils avaient un comportement qui était plus dans passionné de certaines choses. Ils avaient beaucoup besoin de passer du temps seuls. Donc en fait, ils appuyaient sur ma blessure. Et je pense que moi aussi, j'appuyais sur leur blessure. Donc c'était pas très... Chacun appuyait sur la blessure de l'autre. Forcément, ça ne pouvait pas toujours très bien marcher. Suite à ça, en fait, suite à ces 2 ruptures, je me suis vraiment vue être dans la fuite. Je voulais éviter toute relation, rester seule justement pour ne pas ressentir d'émotions et être capable de tout gérer. C'est comme ça que j'étais rassurée. Et quand j'étais en interaction avec des nouvelles personnes, je me protégeais en coupant court à la discussion, voire même en leur parlant pas spécialement. Je me suis vue dans des relations amoureuses autres, justement adopter ce comportement un peu évitant, où moi-même j'allais être dans la fuite, dans la recherche de moments pour moi, où j'allais pas répondre à des appels, où j'allais peut-être parfois fuir les moments à 2 et plutôt trouver des activités à faire avec d'autres gens pour me protéger en fait tout simplement. Et petit à petit, je me suis réouverte et je n'ai pas forcément encore repris le côté attachement anxieux insécure puisque entre mes relations, j'ai travaillé sur mon type d'attachement. Je me suis fait accompagner, je travaillais sur ma confiance en moi, mon estime de moi. Donc voilà, j'ai vraiment vu cet îlot, on va dire, de désorganisation où d'un coup d'un seul, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais ? Je réagis pas du tout comme je réagissais d'habitude, comme si j'avais voulu faire... payer à ce partenaire tout ce qu'on m'avait fait vivre avant, alors que c'était pas du tout ça, c'était pas du tout ma façon d'être. Du coup, il y a eu des moments où j'étais vraiment pas en accord avec moi-même, c'était pas hyper agréable. Et là, vous allez peut-être me dire, mais du coup, c'est quoi le couple idéal ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de combinaison idéale en réalité, puisque les liens d'attachement déjà ne sont pas l'unique fondement du couple et bien heureusement. Et en fait, on pourrait croire qu'un couple composé de 2 personnes aux attachements sécures serait l'idéal, mais pour des tas de raisons indépendantes de l'attachement, justement, la relation peut ou non fonctionner. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'un couple avec un anxieux plus un anxieux, au départ, ça va vraiment compenser leurs besoins. Ils vont se rassurer mutuellement avec tout leur amour, tout leur besoin d'attention, tout leur besoin de passer du temps ensemble. Mais au bout de quelques temps, il est possible qu'il y en ait un qui veuille plus d'autonomie
et ça va déséquilibrer le couple et l'autre va se sentir peut-être en danger. Un couple anxieux plus désorganisé, en fait, le côté switch du désorganisé qui passe de l'anxieux à l'évitant va vraiment mettre l'anxieux en insécurité parce que parfois l'anxieux sera hyper bien parce que le désorganisé pourra répondre à ce besoin de l'anxieux et parfois il sera dans le pôle inverse, donc ça va le mettre en insécurité, ça va pas être agréable et peut-être que parfois le côté anxieux de la personne va mettre le désorganisé en situation un peu d'étouffement. Après, on peut avoir aussi un couple anxieux plus évitant, comme je l'ai vécu dans mes relations, où l'un veut être proche et l'autre a besoin de garder ses distances. Donc là, chacun active la blessure de l'autre et pour perdurer, en fait, chacun va devoir faire un travail sur soi. On a le couple désorganisé plus désorganisé qui peut donner une relation instable où les deux vont vraiment être dans le switch d'attachement et ça va vraiment peut-être parfois donner des choses un peu explosives, mais qui peuvent fonctionner. Et on a le couple évitant plus évitant, où là, ça va être des personnes qui vont avoir tendance à cohabiter, à être l'un à côté de l'autre, mais pas forcément à se rencontrer vraiment, puisque c'est des personnes qui vont s'éviter dans la relation, pas forcément se lancer dans des projets. Et du coup, pareil, là, ça peut donner quelque chose où à un moment donné, il y en a un qui a envie d'avancer, de construire, et du coup, l'autre ne sera pas forcément là-dedans, et ça peut créer aussi des problèmes. Et ensuite, le dernier, c'est le couple évitant plus désorganisé. Donc là, c'est pareil, le switch du désorganisé va mettre l'évitant non pas en insécurité, mais en position où il va vouloir fuir. Donc si, en insécurité d'une certaine manière pour lui. Et le besoin de solitude de l'évitant va appuyer certaines fois sur la blessure du désorganisé. En fait, je dirais que la combinaison idéale, c'est plutôt d'être avec la personne avec qui vous avez envie d'avancer et de voir s'il y a ou non un déséquilibre au niveau des liens d'attachement. Comment guérir de ces liens d'attachement ? C'est une vraie question. Donc comme je le disais au début de l'épisode, la bonne nouvelle en fait, c'est qu'on est en mouvance permanente. Donc rien n'est déterminé et à tout moment, on peut guérir de nos blessures d'attachement, que ce soit par un travail sur soi, un accompagnement psycho-émotionnel, avec un psychologue, un psychiatre, un coach ou tout autre thérapeute qui maîtrise le sujet. Des rencontres, parfois, nous font travailler sur ce sujet, des lectures aussi. La combinaison de toutes ces méthodes peut vous permettre de passer peu à peu dans un attachement sécure acquis. Je dis acquis parce qu'en fait, il va se construire grâce à une force de résilience. Et ça, si la résilience vous intéresse, Boris Cyrulnik a de nombreux écrits sur le sujet. Alors qu'en fait, un attachement sécure inné, lui, a été acquis pendant l'enfance. Une personne qui a un attachement insécure, anxieux, va pouvoir travailler sur la compréhension de ses émotions et sur l'estime d'elle-même. En fait, elle a besoin de trouver des ressources en elle et d'apprendre à se connaître et d'apprécier les moments avec elle-même. Une personne qui a un attachement insécure évitant va pouvoir aussi travailler sur ses émotions et à une reconnexion à son corps parce qu'en fait, elle s'est parfois coupée de son corps pour ne vraiment plus ressentir d'émotions et comme on a vu, en fait, le corps parle toujours. Donc la première clé d'entrée, ça pourrait être la reconnexion à son corps via différentes approches, que ce soit le yoga, la méditation, la sophro ou toute autre approche corporelle. Et la personne qui a un attachement désorganisé va, elle, dans un premier temps, s'organiser en identifiant sa tendance principale, entre guillemets, à savoir le côté évitant ou le côté anxieux. Parce qu'en fait, même si cette personne a les deux types en elle-même, il y en a un qui va se déclencher plus souvent. Et dans un premier temps, elle va peut-être privilégier ce type de comportement qui lui permettra de sortir de son chaos émotionnel avec ses switches de l'un à l'autre pour ensuite travailler sur la compréhension de ses émotions et l'estime de soi et tendre vers justement un attachement sécure petit à petit. Forcément, c'est un travail qui ne se fait pas en 5 minutes en lisant un article ou en écoutant un podcast. N'hésitez pas à vous faire aider, accompagner sur ce sujet. N'hésitez pas à vous documenter. C'est d'ailleurs la base de mes accompagnements où personnellement j'aide vraiment mes coachés à comprendre leur fonctionnement, leurs émotions, pour vivre une vie et des relations épanouissantes. J'aime bien le principe de dire, pour moi, un coaching, c'est vraiment comprendre le mode d'emploi de soi-même. En fait, on va travailler sur son identité, sur ses blessures, sur ses manières d'interagir et de réagir à chaque situation. Et on va en fait aussi identifier tous les déclencheurs émotionnels à ça.
Donc si vous avez besoin de conscientiser votre type d'attachement pour mieux vivre vos relations et notamment vos relations amoureuses, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous avec moi. Je voulais terminer cet épisode en vous proposant des exercices d'auto-coaching sur justement les liens d'attachement. Et ça va vraiment être de vous poser déjà quelques questions. Par exemple, que représentent les émotions pour vous ? Quel est votre rapport au couple et quelles sont vos attentes dans le couple ? Comment est-ce que vous interagissez avec votre ou vos partenaires amoureux ? Et enfin, quelles étaient vos relations avec vos parents ? Et ensuite, je vous propose de dessiner les 2 liens qui vous rattachent le plus à vos 2 figures parentales. Les 2 personnes qui se sont vraiment le plus occupées de vous dès votre naissance. Une fois que vous avez dessiné ces 2 liens, je vous propose de les regarder et vous demander en fait à quoi ils ressemblent. Simplement de les observer. Voilà pour les petites questions d'auto-coaching. Si vous avez besoin, parce que vous êtes au volant, pas dispo pour bosser dessus, vous pourrez retrouver toutes ces questions dans les ressources de l'épisode. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me partager votre avis sur cet épisode où j'explique un peu plus de manière théorique les choses. N'hésitez pas à me partager les réponses à votre petit exercice d'auto-coaching. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous écoutez l'épisode et à très vite. Merci pour tout. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.